Dimanche 15 juillet 2018, vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio Gadek Betawe FM 88.5, et vous suivez votre émission favorite, votre émission préférée, Betawe Éducation. Alors, Betawe Éducation reçoit ce matin Monsieur Mamadou Fall, psychologue conseiller au niveau du CAOSP. Donc le CAOSP, c'est le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Bien entendu, avec Monsieur Mamadou Fall, chef de service, alors nous allons évoquer avec lui un thème central, à savoir la préparation psychologique des candidats aux différents examens, mais aussi il y aura des questions subsidiaires. Donc nous allons aussi parler du CAOSP, de la mission, mais aussi de ses objectifs et des différentes activités qu'ils sont en train de dérouler. Bonjour, Monsieur Mamadou Fall. Bonjour, Monsieur Kébé. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir au niveau de notre radio, la radio Gadek Betawe FM. Alors, première question, bien entendu, après les salutations d'usage, vous allez nous dire qui est M. Mamadou Fall. Voilà, merci M. Kébé. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de venir parler à la communauté. Alors, moi, c'est Mamadou Fall, comme vous l'avez dit. Je suis le directeur du CAOSP, le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, j'ai fait des études secondaires ici au lycée Mamchar Mbaye de Tamba. Et c'est après mon bac que j'ai été orienté au département de philo à l'université de Dakar, où j'ai obtenu ma maîtrise et mon DEA avant d'aller à l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel pour suivre la formation des psychologues conseillers pendant 2 ans. Voilà, je suis donc au centre depuis 2009 et j'assure les fonctions de directeur depuis maintenant 2014. Voilà un peu ce que je peux dire sur moi-même. Merci, Monsieur Mamadou Fall, donc chef de service du CAOSP de Tambacounda. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'à la cabine technique, il y a Didier Ayou à la présentation, Monsieur Keba Kébé. Alors, Monsieur Fall, pourquoi vous avez choisi le métier de psychologue conseiller? Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier-là? C'est parce que d'abord, c'est un métier social. C'est un métier social et moi, j'ai toujours rêvé d'investir dans les métiers sociaux. Alors, quand j'ai eu ma maîtrise, comme j'ai dit, j'avais des possibilités. D'accord? J'avais la possibilité d'aller poursuivre mes études à l'étranger, puisque j'étais presque bénéficiaire d'une prescription. J'avais également la possibilité d'aller à l'école normale supérieure, l'actuelle FASTEF, pour sortir et devenir professeur de philosophie. Alors, mais quand j'ai été informé du concours de psychologue conseiller, alors j'ai tout de suite dit que c'était peut-être le métier qui collait le plus à mon profil et à ma vocation. Et voilà que j'ai déposé pour ce concours-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'être accepté, ce qui m'a amené à devenir aujourd'hui psychologue conseiller. Alors, quel conseil vous allez donner aux élèves, aux étudiants également, qui sont tentés par le métier de psychologue conseiller? Oui, juste de les encourager, excusez-moi, mais également de leur faire comprendre qu'un métier, on ne le choisit pas par accident. Un métier, on le choisit par vocation, puisque nous avons l'habitude de dire dans notre jargon qu'il est important de faire des choses que nous aimons faire. Travaillez, faites un travail que vous voulez, et disait un grand penseur, et vous n'aurez pas à travailler un seul jour. Mais faites un travail que vous ne voulez pas, vous risquez de vous ennuyer pendant toute votre vie. Alors, cela dit qu'il est important le choix du métier que nous voulons faire, et faire un métier par vocation, ça vous donne la possibilité d'avoir une carrière dans ce métier-là. Donc, tous ceux qui sont tentés par le métier de psychologue conseiller, alors moi je les encourage, c'est un concours qu'on peut faire si on en
préalable des études de philosophie ou bien des études de sociologie ou encore des études de psychologie. Je rappelle que ce concours-là, c'est un concours de niveau maîtrise, mais il y a aussi une option directe, j'allais dire une option professionnelle. Autrement dit, les assistants sociaux et les éducateurs spécialisés également sont autorisés à le faire après quelques années d'exercice pour devenir psychologue. Alors, je rappelle que notre invité du jour, c'est M. Mamadou Fall, donc psychologue conseiller, chef de service au niveau du KOSP de Tambacounda. Alors maintenant, avec lui, nous allons aborder les missions donc, du KOSP. Voilà, donc merci M. Kébé. Vous me donnez l'occasion de dire un peu ce que nous faisons au niveau du KOSP de Tambacounda. Alors, nos missions sont diverses et variées. Je m'en vais vous en citer quelques-unes. Nous faisons de l'information sur tout ce qui est études, formation et métier. Nous faisons également de l'information par rapport aux examens et concours. Alors, nous assurons également ce qu'on appelle l'orientation. Et cette orientation-là, c'est la gestion des orientations en classe de seconde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les élèves de l'académie de Tambacounda, leur orientation passe par le centre d'orientation de Tamba. Présentement, nous sommes en train de préparer le BFM. Alors, quand le BFM sera fini, les chefs d'établissement vont présenter tous les dossiers des candidats qui ont été reçus à cet examen-là dans nos locaux. Et c'est nous qui faisons le travail technique pour ensuite les orienter dans les différents lycées, qu'ils soient des lycées de l'enseignement général ou des lycées de l'enseignement technique. Alors, nous donc participons à ça, c'est des commissions d'orientation. Nous faisons également ce qu'on appelle des entretiens conseils, de l'accompagnement des élèves dans l'élaboration de leurs projets professionnels et personnels. Puisqu'il est important pour un élève de savoir là où il veut aller, de se frayer un chemin et de savoir les moyens qu'il faut mobiliser pour pouvoir réaliser ses rêves. J'ai l'habitude de dire aux élèves de 3e que chacun de vous a un rêve. Et ce rêve-là, vous pouvez le réaliser. Nous sommes formés, nous sommes formatés pour vous aider à réaliser ce rêve-là. Maintenant, un rêve peut ne pas être réalisé comme on l'a voulu au départ, mais qu'il soit modelé avec l'accompagnement du psychologue conseiller pour que cela soit possible. Nous faisons également de l'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Autrement dit, tous ces diplômés-là qui cherchent de l'emploi, nous les aidons un peu à savoir là où il faut passer pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir décrocher un emploi. Également, autre chose que nous faisons, c'est l'accompagnement psychologique des candidats. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois que nous sommes invités ce matin, parce que ce volet accompagnement psychologique est souvent méconnu par le grand public. Il y en a beaucoup qui pensent qu'au centre d'orientation, c'est juste là où on affiche les examens et les concours, ou là où on oriente les élèves en classe de seconde. Or, il y a autre chose qui se fait dans ce service-là, c'est précisément l'accompagnement psychosocial des candidats aux différents examens, mais également de toute la population. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est vous qui traitez en fait les dossiers donc des différents centres d'examen du BFM. Est-ce que là, la tâche n'est pas énorme? Est-ce que vous avez un personnel vraiment adéquat? Oui, j'avoue que la tâche est énorme, comme vous dites, puisqu'il s'agit de réceptionner tous les dossiers physiques, mais aussi en version électronique. Alors la tâche est énorme parce que si on compare l'effectif que nous avons au niveau du service avec comparativement au nombre de dossiers que nous recevons, effectivement nous pouvons estimer que la tâche est énorme parce que nous sommes 5 psychologues conseillers à exercer au niveau du KOSP. Bien évidemment, en plus un personnel d'appoint constitué de secrétaires et de gardiens. Mais le travail technique, il est fait par les psychologues conseillers. Alors, donc au niveau des autres départements, par exemple Bakel, Goudiri, Koupentoum, réellement comment vous procédez? Oui, comment nous procédons? Ce sont les chefs d'établissement qui, après l'examen du BFM, nous font parvenir les dossiers. Mais je dois rappeler, M. Kébé, qu'il y a un travail en amont qui se fait. Ce travail-là consiste à informer tous les candidats aux examens aux différentes possibilités qu'ils ont après l'obtention de leur diplôme. Ce que nous appelons les séances d'information collective. Chaque année,
l'équipe du centre d'orientation, constituée du pool de psychologues conseillers, fait le tour des établissements de l'académie de Tambacounda. Partout où il y a une classe de troisième et une classe de terminale, les psychologues conseillers s'y rendent pour rencontrer ces élèves de troisième, pour rencontrer ces élèves de terminale, discuter avec eux, échanger avec eux sur toutes les possibilités d'études, de formation et toutes les questions, bien évidemment, qui sont relatives à l'éducation, à l'insertion et à la formation. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la fréquence de ces séances d'information collective? Oui, une idée, comme je dis, ce sont tous les établissements. Ce sont tous les établissements du moyen secondaire. C'est-à-dire, je veux savoir le nombre de séances peut-être dans l'année que vous faites réellement. Alors, ça dépend des classes. Par exemple, cette année, nous avons fait plus de 55 établissements du moyen. Voilà, plus de 55 établissements du moins. Et figurez-vous, dans chaque établissement du moins, il y a au moins une classe de troisième. Il y en a il y a des établissements où vous pouvez avoir 3 classes, 4 classes. Ce qui fait que vous imaginez un peu le nombre d'élèves que nous touchons par année. Il y a également les 15 lycées de l'académie, les 14 lycées du public et le lycée d'enseignement technique qui sont systématiquement couverts par les psychologues conseillers. Alors, à côté de ces séances d'information collective, sûrement il y a d'autres activités que vous êtes en train de dérouler. Lesquelles? Oui, il y a d'autres activités que nous déroulons. Par exemple, il y a cette activité phare que nous organisons chaque année et qu'on a intitulée la Journée régionale de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la Journée régionale de l'orientation scolaire et de l'insertion professionnelle? C'est un cadre d'échange que nous créons pour donner la possibilité aux différents élèves, aux différents chercheurs d'emploi, étudiants, anciens étudiants, d'avoir la possibilité de rencontrer des professionnels et de discuter avec eux sur les enjeux de leur métier, de leur profession. Et également de donner à ces professionnels-là, à ces gérants d'entreprise-là, à ces patrons d'entreprise-là, de pouvoir également échanger avec la cible et de pouvoir même, pourquoi pas, amorcer des débuts de stage et de partenariat. Donc c'est un cadre que nous créons pour donner la possibilité à tous ces chercheurs d'emploi-là de rencontrer les professionnels, mais aussi de créer un espace de réflexion où on invite tous les acteurs de la communauté qui s'intéressent aux problématiques de l'emploi, de l'insertion, du chômage, à discuter et à essayer de voir quelles sont les voies et moyens à emprunter pour en tout cas prendre en charge cette épineuse question liée à l'emploi des jeunes. Voilà une activité phare que nous déroulons. L'autre chose, ce sont des permanences que nous organisons dans les établissements. Puisque j'ai tout à l'heure parlé des séances d'information. Mais il faut reconnaître que ces séances d'information ne concernent que les élèves qui sont dans les classes paliers d'orientation. Les élèves de troisième et les élèves de terminale. Alors, nous nous sommes dit qu'il faut également donner la chance aux autres élèves des autres niveaux d'avoir la possibilité de bénéficier des services du psychologue conseil. En quoi faisant? En les recevant chez nous, naturellement ce que nous faisons tous les jours, mais aussi en se déplaçant pour trouver la cible dans son établissement. Ce qui fait qu'il arrive que nous organisons des permanences, qu'un psychologue conseiller se déplace et qu'il aille dans un établissement, rester là-bas toute une journée afin de donner la possibilité aux autres élèves des autres niveaux de bénéficier de ces services. Autre chose que nous faisons, c'est l'accompagnement psychosocial, comme je l'ai dit, qui se fait au niveau du centre. D'accord, parce que c'est une activité quand même qui demande une certaine confidentialité, puisqu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi à n'importe qui et n'importe qui également. Voilà. Récemment, pour revenir à l'objet de cette invitation-là, récemment, avant-hier, vendredi, nous avons organisé une activité au niveau du centre culturel de Tamba, où on a convié tous les élèves candidats aux examens, qu'ils soient des élèves de terminale ou des élèves de troisième, à venir assister à une séance de préparation psychologique pour essayer de voir un peu comment les accompagner à pouvoir surmonter cette épreuve qu'on appelle l'examen. Sûrement après la journée régionale de l'orientation, vous avez eu à faire une évaluation. Est-ce que réellement vous avez atteint vos objectifs?
Oui, les objectifs ont été atteints. Ils ont été atteints parce qu'il s'agissait pour nous, à travers ces journées-là, de mieux éclairer la cible. La cible, elle est composée. Elle est constituée d'élèves, elle est constituée d'étudiants, mais surtout de la communauté. Et aujourd'hui, l'enjeu principal, c'était d'inviter la communauté à comprendre l'importance de la formation professionnelle. Voilà. Après, on parlait également de l'enseignement technique. Mais aujourd'hui, on parle plus de la formation professionnelle. La nécessité à déconstruire certaines représentations par rapport à certains métiers. Et de ce point de vue-là, les retours que nous avons eus, ce sont des échos quand même très 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 favorables. Au niveau du CFP de Tamba, aujourd'hui la question de l'accès ne se pose plus. Au niveau du lycée d'enseignement technique de Tamba, même si encore les effectifs sont encore relativement faibles, ils augmentent d'année en année compte tenu de l'importance de ces séries d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aussi, ça permet aux différentes entreprises locales de savoir l'existant au niveau de la région, également de donner l'information aux élèves, de pouvoir comprendre toutes les écoles de formation existantes dans la région et les différents métiers qu'ils peuvent faire dans leur territoire. Alors, cette journée régionale suppose la participation donc des élèves des autres départements, mais est-ce que réellement vous avez atteint cette cible-là? Oui, de ce point de vue-là, il y a peut-être de petits soucis, d'accord, puisque nous appelons la journée une journée régionale d'orientation. Donc, l'objectif, c'est de convier tous les départements, toutes les entités des autres départements. Alors, ils sont naturellement invités, mais souvent les moyens faisant défaut, il arrive souvent que des élèves des autres départements soient invités et qui rencontrent des difficultés à faire le déplacement, puisqu'il y a toute une prise en charge, d'accord, pour ces cibles-là. Sinon, maintenant, la perspective dans laquelle nous voulons nous lancer, c'est de voir comment arriver à faire en sorte que cette journée-là soit rotative. De sorte que si on l'organise une année dans le département de Tamba, une autre année qu'on puisse aller dans un autre département et pouvoir donner la chance également à ces cibles-là de bénéficier de ça. Ouais. Alors, mais je pense que même cela, le problème n'est pas résolu. Par exemple, si vous irez à Bakel, sûrement les autres élèves des autres départements n'y seront pas. Mais est-ce que à côté, en fait, ou bien à la place même de la journée régionale, vous ne pouvez pas organiser en fait une journée départementale? Oui. C'est toujours une option. C'est toujours une option, puisque quand j'ai dit journée rotative, c'est dans ce sens-là. Parce que quand on quitte Tamba pour aller à Bakel, c'est sûr que la journée ne sera plus appelée peut-être journée régionale, mais elle va être appelée journée départementale, puisqu'elle va être organisée dans le département de Bakel. Certainement, la question que vous posez, elle est importante, puisque est-ce que ça permettra toujours à toute la cible. Figurez-vous, quelqu'un qui est de Barou, est-ce qu'il peut naturellement venir dans la capitale départementale de Bakel? Donc ça, ce sont des questions, mais nous sommes en train de réfléchir sur les voies et moyens, en tout cas, pour permettre à tous les élèves, partout où ils sont dans l'académie de Tamba, que ces élèves-là puissent profiter, en tout cas, des services de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, par rapport également aux permanences que vous faites dans les établissements, réellement, comment ça se passe? Quel est le contenu? Alors, je disais que les permanences, ce sont la continuité logique des séances d'information collective. Alors, la séance d'information collective, c'est une séance qui est adressée strictement aux élèves des classes d'examen, élèves de 3e et élèves de terminale si c'est le lycée. Maintenant, les élèves au niveau des établissements, ce ne sont pas uniquement ces élèves de 3e et ces élèves de terminale. Il y a les élèves des autres niveaux, de la 6e à la 4e, de la seconde et de la première. Alors, l'idée, c'est de voir comment faire pour que ces élèves-là des autres niveaux puissent bénéficier également des services de l'orientation scolaire et professionnelle. Et c'est comme ça que nous avons initié les permanences. La permanence, c'est quoi? C'est que c'est l'équipe du CAOSP qui se déplace vers l'établissement et qui y séjourne. Donc ça, c'est la proximité, si je vous comprends bien. C'est ce que nous pouvons appeler une orientation de proximité. Voilà exactement le terme que nous-mêmes, nous avons utilisé dans l'élaboration des termes de référence. Faire de l'orientation une affaire de proximité, donner la chance à tous les élèves des établissements de bénéficier dans leur établissement des services de l'orientation.
Figurez-vous, M. Kébé, par le passé, moi je me rappelle qu'il y avait un assistant social dans tous les lycées. Aujourd'hui, on n'en retrouve presque plus. Alors, le rôle que l'assistant social jouait, le psychologue conseil est à même de jouer ce rôle-là et même de jouer un rôle, disons, supérieur à ce rôle de l'assistant social. Parce que le psychologue conseil, il fait un suivi psychologique. Alors, ce qui fait que souvent, il y a beaucoup d'élèves qui rencontrent des difficultés extrascolaires qu'ils ne peuvent pas dire à leur enseignant, qu'ils ne peuvent pas dire à leur proviseur ou à leur principal, qu'ils ne peuvent pas dire à leur surveillant, qu'ils ne peuvent dire qu'à quelqu'un qui est formé pour cela. Puisque tout ne peut être dit n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui. Il faut qu'il y ait déjà cette assurance, il faut déjà que l'élève sente qu'il est en sécurité, que ce qu'il dira à ce professionnel-là ne sortira pas dans la rue. Et ça, c'est ce que fait le psychologue. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les absences en fait des assistants sociaux dans les établissements? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, je ne pense pas être la voix la plus autorisée pour dire cela, pour donner la raison à ça. C'est juste un constat que nous pouvons faire, que maintenant ils ne sont presque plus affectés dans les lycées. Alors, ce qui est regrettable, parce que un lycée... Donc, si je comprends bien, pratiquement, vous les avez suppléés réellement? Oui, en réalité, nous pouvons les suppléer, même si nous sommes directement affectés au niveau des centres d'orientation. Mais nous essayons de faire en sorte que nos services soient des services de proximité. Puisque les élèves viennent certes au centre d'orientation, mais on atteindra plus nos objectifs, on atteindra plus la cible si nous-mêmes nous faisons le déplacement vers cette cible-là pour la rencontrer au niveau de son établissement. Ok, merci M. Mamadou Fall, psychologue conseiller. Donc je rappelle que vous êtes notre invité du jour et vous êtes le directeur du KOSP de Tambacounda. Alors tout à l'heure on a parlé des paliers d'orientation, donc au niveau de la troisième et au niveau de la terminale, mais pratiquement il y a en fait une absence de ce palier d'orientation au niveau de l'élémentaire. Qu'est-ce qui est prévu réellement? Oui. Et là, vous touchez du doigt un problème central, puisque dans nos objectifs, il est dit l'évaluation de l'élève, ou l'accompagnement de l'élève à tous les niveaux d'études. Si on dit à tous les niveaux d'études, nous pouvons comprendre que l'élémentaire en fait partie. Malheureusement, le constat que nous pouvons faire et que nous pouvons regretter, c'est que nous intervenons rarement au niveau de l'élémentaire. Alors, cela se justifie, cela s'explique. Donc, pour moi, ça s'explique parce que déjà, l'effectif que nous avons est un effectif très réduit. Je rappelle simplement que la dernière fois, nous avons fait des études sur les effectifs de l'académie et comparé aux effectifs des psychologues conseillers, mais nous nous sommes rendus compte que le ratio est très élevé. Il y a mais ce que vous dites là, est-ce que ça constitue réellement une excuse? Parce que ne serait-ce qu'une fois peut-être dans l'année, vous pouvez vous rendre dans les écoles élémentaires. Oui, nous sommes en train d'y réfléchir. Mais vous savez déjà, même pour les séances d'information que nous organisons pour les élèves de 3e et de terminale, donc les classes, le moyen et le secondaire, déjà ça couvre pratiquement toute l'année scolaire. Ce qui fait que si on devait, en plus de tout cela, intervenir dans l'élémentaire, ça risque d'être compliqué. Mais nous sommes en train de voir, en tout cas, comment faire pour que ces interventions-là puissent aller dans ce sens-là, puisque nous savons que le besoin, il est là. Donc, si je vous comprends bien, donc vous voulez nous dire que vous êtes surchargé. Voilà, nous sommes, disons, un peu surchargés, et je précise maintenant qu'il y a des interventions un peu sporadiques que nous faisons au niveau de l'élémentaire, mais ça, ce n'est pas dans toutes les écoles. Par exemple, il nous est arrivé d'intervenir au niveau de l'élémentaire, au niveau du village SOS des enfants, mais ça, c'est surtout dans le cadre de prise en charge et de l'accompagnement psychologique de certains cas que nous avons détectés au niveau de ce village SOS-là, qu'eux-mêmes ils ont détecté et qu'ils nous ont référé. Voilà. Alors, si je comprends bien aussi, vous n'avez pas réellement les moyens de votre politique. Je veux dire que les moyens manquent.
Oui, naturellement, comme vous le savez, M. Kébé, dans le secteur de l'éducation, oui, voilà, il y a toujours cette question de moyens qui est agitée. Voilà, c'est vrai que nous sommes un service, disons, régional, puisque nous couvrons toute la région, toute l'académie de Daba. Et figurez-vous, voilà, nous sommes un service qui ne dispose pas de moyens logistiques. Voilà, nous faisons des tournées, nous couvrons toute l'académie, comme je l'ai dit, de Moudéri dans le département de Bakel à disons, Bamba Tchalen, à Cayenne, à Meroto dans celui de Kompentoum. Nous couvrons toutes ces écoles-là. Alors malheureusement, nous n'avons pas de véhicules propres, d'accord, avec lesquels nous pouvons faire ces missions-là. Souvent, c'est un peu difficile. C'est au niveau de l'académie qu'on se rabat. Nous profitons de l'occasion pour saluer l'inspecteur d'académie pour tous les efforts qu'il fait pour l'orientation. Mais j'avoue que voilà, souvent c'est compliqué. Voilà, souvent c'est compliqué. Donc les moyens font défaut, mais nous n'allons pas nous accrocher à ça pour dire qu'on ne va pas le faire. On travaille avec les moyens du bord en attendant que Alors, je rappelle que vous n'êtes pas uniquement absent au niveau de l'élémentaire, mais également vous êtes absent au niveau du préscolaire. Et là aussi, ça pose problème. Oui, et ça, ce sont les mêmes raisons. Ce sont les mêmes raisons. Si nous n'arrivons pas à faire l'élémentaire, a fortiori le préscolaire. Voilà. Même si l'orientation est un droit, même si l'orientation doit être faite très tôt. Voilà. Puisque dans certains pays occidentaux, c'est comme ça. Voilà. Le profil de l'élève est détecté très tôt. De sorte qu'aujourd'hui, on aurait eu suffisamment de moyens. Il y a des tests que nous pouvons faire et qui peuvent très tôt déterminer la carrière future de l'apprenant. Il y a des tests collectifs que nous sommes en mesure de faire auprès de certains élèves qui nous permettent tout de suite de savoir quelle est la carrière que cet élève-là peut emprunter et réussir dans cette carrière. C'est des choses que nous faisons quand nous faisons la formation à l'école normale supérieure d'enseignement technique, mais malheureusement que nous avons du mal à démultiplier puisque les effectifs sont, voilà, ce qu'ils sont, et puis en plus les difficultés n'aidant pas trop font qu'on a du mal à réaliser toutes ces activités-là. Mais là, je suis d'accord avec vous, on aurait pu investir ce domaine voilà, du préscolaire, de l'élémentaire, etc. Alors, beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que vous êtes en train de faire et que vous constituez un service trop technique. Est-ce que souvent vous organisez des portes ouvertes donc pour dire à la communauté réellement ce que vous êtes en train de faire? Oui, porte ouverte, je l'ai dit, c'est à peu près ce que nous faisons à travers les journées régionales d'orientation scolaire. Parce que là, c'est une occasion également... Non, maintenant c'est par rapport à la communauté, je ne parle même pas donc des élèves et des étudiants. Oui, c'est-à-dire que quand je reviens, si je reviens à la journée régionale, c'est que c'est également une occasion qui nous est offerte en tant que service de travailler à rendre visibles les actions du service d'orientation. Puisqu'à travers cette journée-là, il y a des expositions qui sont faites par le centre et il y a des flyers, il y a des dépliants, il y a des projections qui sont faites par le service et qui renseignent un peu sur les missions du service. C'est vrai maintenant que nous sommes un bras technique de l'académie et comme je l'ai rappelé tout à l'heure à l'entame de mon propos, il y en a beaucoup qui quand ils entendent parler du centre d'orientation, tout de suite la chose à laquelle ils pensent, c'est l'orientation des élèves en classe de seconde. Si ce n'est pas ça, c'est là où on affiche les concours et les examens. Alors que nous faisons autre chose. L'accompagnement psychosocial. Moi, je tiens à cet aspect-là. Il est fondamental. Pourquoi il est fondamental? Parce que l'élève, il vit dans un environnement double. L'élève a un environnement scolaire, il a un environnement extrascolaire. Combien de nos jeunes élèves ont des difficultés au niveau de leurs établissements, des difficultés qu'ils ne peuvent pas dire à n'importe qui sont souvent renvoyés pour des choses qu'ils n'ont pas eu l'occasion de dire. Parce que simplement, on ne leur a pas aménagé un espace leur donnant la possibilité de dire leurs difficultés. Et ça, cet espace-là, ils peuvent le retrouver au niveau du centre d'orientation. C'est vrai que nous y travaillons à travers des techniques de communication, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que ça participe de la dynamique de communication, de venir animer des émissions, mais également nous avons d'autres canaux à travers lesquels nous communiquons. Il y a une adresse email, une KSP, il y a
aujourd'hui avec les réseaux sociaux, une page Facebook du CASP. Il y a également le fait que nous rencontrons les élèves et nous leur donnons systématiquement le numéro du service pour qu'à chaque fois qu'ils sont dans des difficultés, qu'ils puissent nous appeler, qu'ils puissent venir discuter avec nous sur... Alors, par rapport à l'accompagnement psychologique, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous rendre chez les élèves et de discuter avec leurs parents et ensemble d'essayer peut-être de corriger les défaillances? Oui, de nous rendre chez les parents, pas systématiquement. Pas systématiquement, mais cela peut être une nécessité. Vous savez, dans l'accompagnement psychologique, il y a une donnée importante qu'on appelle la demande. Il y a la demande et c'est la demande qui guide toutes nos interventions. Autrement dit, il faut que le consultant lui-même sente la nécessité d'aller voir un psychologue. Okay. Alors, nous pouvons maintenant susciter la demande. Comment susciter la demande? C'est à travers des séances, comment on dit, des entretiens documentaires. Il arrive souvent que vous recevez un consultant, un élève, vous discutez avec lui sur les études, sur quelques difficultés qu'il a de se concentrer, de mémoriser ses leçons, d'apprendre ses leçons, etc. Et de se rendre compte qu'au fait, la difficulté à laquelle il est confronté, c'est lié à d'autres aspects. Et c'est à partir de ce moment-là que le processus est déclenché. Maintenant, si cela nécessite de convoquer ses parents ou de faire un déplacement chez ses parents également, nous n'hésitons pas à le faire parce que notre objectif, c'est de pouvoir aider ces jeunes-là à se débarrasser de ce qu'on appelle leur mal-être. Alors, maintenant, je vais revenir surtout au niveau du palier d'orientation, surtout en ce qui concerne les élèves donc de la 3e. Alors là, quel est le discours que vous les tenez réellement? Alors, le discours que nous tenons, c'est un discours d'éclairage. Voilà, c'est un discours qui cherche à éclairer la lanterne des cibles sur les possibilités. Car comme je dis, M. Kébé, vous savez, les élèves, ils vont à l'école, mais bien souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font à l'école. Bien souvent, ils ne savent pas. Et c'est ce que je dis souvent. Évitez d'être des élèves qui quittent leur domicile, qui vont à l'école, qui passent leurs devoirs, leur examen et qui rentrent. En ne se posant jamais la question de savoir qu'est-ce que je veux à travers mes études. Et on les incite à pouvoir se poser cette question grave. Qu'est-ce que je veux à travers mes études? Et dès l'instant que l'élève se pose cette question-là, il commence déjà à élaborer un projet professionnel personnel. Autrement dit, où est-ce que je veux arriver, comme on peut dire dans le langage ordinaire. Alors, si vous êtes... si vous permettez, allez-y. C'est dans ce sens-là que nous les aidons un peu. À savoir, à l'occasion de nos séances d'information, par exemple pour les élèves du 3e, quels sont les types d'études qui existent après la classe de 3e? Quels sont les types de formations qui existent après la classe de 3e? Comment ils peuvent arriver à réaliser leurs rêves? Figurez-vous qu'il y a des projets professionnels qui ne nécessitent pas forcément d'aller dans un lycée d'enseignement général. Aujourd'hui, le lycée Mamcheikh Mbaye, il est saturé. En classe de seconde L, les effectifs sont pléthoriques. Au lycée Tamba Commune, les secondes sont pléthoriques. Et pourtant, il y a des possibilités d'aller faire des formations professionnelles avec le BFM et quelquefois sans le BFM. Mais souvent, les élèves ne savent pas cela. Il y a la possibilité d'aller faire des enseignements, des séries d'enseignements techniques. Souvent, ils ne savent pas. Il y a des concours accessibles dès la classe de 4e et en classe de 3e. Souvent, ils ne savent pas. Et donc, c'est l'occasion pour nous de leur donner toutes ces informations-là quand nous les rencontrons à travers les séances d'information. Alors maintenant, quand vous êtes en face, par exemple, d'un élève qui ne sait pas réellement ce qu'il veut, donc qui est bloqué, alors vous, réellement, quelles sont les astuces que vous faites, peut-être pour susciter l'intérêt? Il y a ce qu'on appelle des outils que nous utilisons. Il y a des outils que nous utilisons et qui peuvent aider l'élève à déterminer le type de personnalité qu'il a. Voilà. C'est des tests que nous utilisons au niveau du service qui peuvent nous aider à pouvoir déterminer, d'accord, si vous voulez, le type de personnalité de l'élève et à pouvoir savoir un peu quel type de carrière l'élève peut faire et quel type de métier il peut embrasser. Voilà un peu des choses que nous utilisons à travers des entretiens documentaires, mais à travers également des tests que nous utilisons pour déterminer ça.
Alors, l'autre chose également, c'est que les élèves ne perçoivent pas bien la formation professionnelle parce qu'ils pensent que peut-être il faut l'enseignement général et après l'échec maintenant, ils se tournent vers la formation professionnelle. Alors là aussi, qu'est-ce que vous faites concrètement pour inverser la tendance? Oui, c'est un constat amer que nous faisons, voilà, et que vous-même vous venez de rappeler. Souvent, ils ne viennent au centre pour nous parler de formation professionnelle ou de concours que quand ils auront perçu que finalement ils ont échoué. C'est comme si finalement la formation professionnelle était un second choix. Or, nous travaillons pour que l'élève puisse déjà arriver au niveau de l'intersection en classe de troisième, qu'il puisse lui-même dire, voilà, je choisis d'aller faire la formation professionnelle. Ou même avant même de la classe de troisième. Et aujourd'hui, nous travaillons à cela. Nous travaillons à faire la promotion de la formation professionnelle. Puisqu'il ne faut pas qu'on se leurre, hein. L'avenir de ce pays-là, d'accord, repose sur la formation professionnelle. Puisqu'aujourd'hui, le constat amer que nous faisons, c'est quoi? Il y a un pourcentage très élevé de chômeurs, de jeunes qui ont des diplômes, mais malheureusement qui ont des diplômes d'enseignement général et qui n'ont pas de métier. C'est vrai. Alors, quand on n'a pas de métier, on ne peut pas travailler. Et ce qui nous donne un métier, c'est la formation professionnelle. Alors, nous travaillons maintenant puisqu'il y a une barrière qu'il faut lever également. C'est quoi? C'est la représentation que nous faisons de la formation professionnelle. Il faut travailler à déconstruire cette représentation-là. La formation professionnelle, elle n'est pas destinée aux candidats ayant échoué pour l'enseignement général. Elle est destinée à tous les élèves qui ont simplement besoin d'avoir un métier. Puisque moi je dis souvent que même quand vous faites l'orientation, la formation générale, l'enseignement général, après tous vos diplômes, vous êtes obligé de faire la formation professionnelle. Moi je suis psychologue conseiller. Quand j'ai eu mon DEA en philosophie, c'est un diplôme d'enseignement général. D'accord? Donc j'ai été obligé de faire le concours de psychologue conseiller, d'aller faire une formation pendant 2 ans pour avoir un métier, le métier de psychologue conseiller. Et c'est valable pour l'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignant, c'est celui-là qui, après son diplôme d'enseignement général, le bac essentiellement aujourd'hui, fait un concours, le concours de recrutement des élèves maîtres, fait une formation et après sort pour devenir un enseignant. Autrement dit, la formation professionnelle, elle est nécessaire. Voilà. Maintenant, il faut travailler à ce que cela soit une option dès le départ pour l'élève, à partir de la classe de 5e, à partir de la classe de 4e, à partir de la classe de 3e, que l'élève puisse dire, voilà, moi j'opte pour aller faire telle formation qui va me donner la possibilité de faire tel métier. Et là aussi, nous sommes en train de faire un travail dans ce sens-là, d'aider à déconstruire ces représentations-là. Alors, vous l'avez dit, la classe de 3e constitue pratiquement une intersection parce que c'est une classe charnière, mais attendre jusqu'en classe de 3e pour dire à l'élève également de choisir, est-ce que là aussi c'est pas attendre trop tard? Est-ce que vous, en fait, vous ne devez pas intervenir donc dès la 6e, la 5e et même la 4e? Oui, nous avons compris cela. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons initié les permanences. Parce qu'à défaut de toucher tous ces élèves-là à travers les séances d'information, nous sommes dit qu'il faut expérimenter les permanences. Les permanences nous donnent la possibilité de pouvoir éclairer ces élèves-là qui sont dans les autres niveaux. J'avoue que c'est vrai que souvent en classe de 3e, l'élève est peut-être déjà dans une certaine orientation et que intervenir un peu plus tôt nous aiderait à davantage atteindre nos objectifs. Nous y travaillons. Alors que l'enseignement général aussi a des risques parce que jusque-là, vous n'avez pas de métier. Parce que je me rappelle, nous, notre professeur de philosophie en classe de terminale nous disait que après l'obtention du bac, vous allez vous rendre compte réellement que vous ne connaissez rien du tout. Alors, et pourtant, c'est la triste réalité. Mais il a exactement raison. M. Kébé. Mais à l'époque, nous, sincèrement, nous rions en fait de lui. Oui, parce que vous ne saviez pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les élèves ne savent pas que le bac de l'enseignement général ne donne pas accès à un métier. Les enseignements dispensés au niveau des universités classiques n'étaient pas des enseignements qui prédestinaient à des métiers. Et c'est ce que l'État a compris. L'ouverture des universités de proximité, c'est des universités de plus en plus professionnelles, où il y a des enseignements professionnels qui prédestinent à des métiers. Mais quand vous avez un bac L, exemple, et que vous allez à l'université, vous faites histoire,
vous faites lettres modernes, vous faites anglais, vous faites philosophie, vous faites sociologie. Après votre maîtrise, après 4 ans ou 5 ans d'études, aujourd'hui on parle de master, que savez-vous faire? Réellement. Qu'est-ce que vous savez faire? Rien du tout. Absolument rien. Rien du tout. Absolument rien. Vous savez peut-être parler de Socrate si vous êtes philosophe. Vous savez peut-être parler de Émile Durkheim si vous êtes sociologue. Vous savez peut-être parler de l'histoire, vous maîtrisez les dates, etc. si vous êtes historien. Mais du point de vue pratique, quel métier pouvez-vous faire? Je dis souvent aux élèves que vous pouvez avoir votre bac, vous êtes à la maison, même quand il y a un dérèglement électrique au niveau de votre ampoule, vous ne savez même pas changer l'ampoule. Vous ne savez même pas changer un robinet, parce que simplement vous n'avez pas appris des choses pratiques. Or, l'enseignement technique et la formation professionnelle donnent accès à un métier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un élève de la série technique, des séries T, des séries des séries S3 et de la série G, ce sont des élèves qui, tout de suite, après le bac, peuvent être opérationnels. Vous avez votre bac, tout de suite, vous pouvez demander à faire stage à la Sénélec. Parce que vous avez fait une série d'enseignements techniques où vous avez appris des choses pratiques. Là, c'est du concret. Voilà, c'est du concret. C'est l'enseignement théorique, c'est l'enseignement pratique. Et aujourd'hui, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est en train de faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Malheureusement, les jeunes ne savent pas. Maintenant, nous travaillons à vulgariser toutes ces choses-là. Et figurez-vous, aujourd'hui, il y a récemment l'ouverture de l'antenne 3FPT qui aide dans ce sens-là. Qui aide dans ce sens-là. Il y a des bons de formation qui sont dispensés. Le jeune peut aller faire une formation professionnelle et ne payer que 10% du montant de sa formation. Vous devez payer 100 000, vous ne payerez que les 10% de 100 000. D'accord? Et ça, c'est l'État qui est en train de faire ça. Malheureusement, il y en a beaucoup qui tiennent encore à l'enseignement général et qui, malheureusement, se retrouvent 2 ans après à l'université. Ils nous reviennent et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est conduire des Jakarta si c'est des garçons, si c'est des filles, c'est voilà, aller se marier. Alors, je pense qu'au niveau également des permanences, que vous avez en fait un discours évolutif, parce que j'ose croire que vous n'allez pas tenir les mêmes propos aux élèves de la 3e à ceux en fait de la terminale. Non, le discours il est évolutif comme vous dites, puisque les enjeux ne sont peut-être pas toujours les mêmes. Parce que quand c'est un élève de 3e, il s'agit pour lui peut-être de travailler à la construction de son projet déjà, et de savoir les types de séries qui existent, les types de formations, etc. Alors que si c'est un élève de terminale, il a déjà choisi la série. Il a déjà un bac dans cette série-là. Ce qui fait que vous lui dites naturellement, le bac que vous avez maintenant, qu'est-ce que cela peut vous aider à pouvoir faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire à travers ce bac-là? Mais aussi, nous aidons les élèves de terminale, et ça je tiens à le souligner, à s'inscrire dans la plateforme Campusen. Parce que vous savez, aujourd'hui, les orientations au niveau des universités, les demandes d'orientation se fait via une plateforme qu'on appelle campusen.sn et ils ont souvent besoin d'être accompagnés pour faire les meilleurs choix possibles. Voilà. Alors, pratiquement, on est à quelques jours donc, du bac, donc peut-être demain. Alors, à cette heure précise, alors quel doit être le discours que nous devons tenir aux élèves? Un discours de mise en confiance. Okay. Un discours de mise en confiance. Un discours qui cherche à stabiliser l'élève. Puisque je l'ai dit lors de l'activité de la dernière fois aux élèves qui étaient dans la salle, que la réussite aux examens ne dépend pas simplement de la maîtrise des cours. Il ne s'agit pas pour un candidat d'avoir bien appris ses leçons pour dire que j'ai toutes les chances de réussir. À côté du fait d'apprendre ces leçons, il y a ce qu'on appelle la possibilité de gérer et de négocier avec l'examen. C'est comme ça que nous avons intitulé ce module-là. Gérer et négocier pour réussir son examen. Et de ce point de vue-là, il y a des éléments qu'il faut éviter, des conseils pratiques que nous avons donnés aux élèves. Il y a également des choses qu'il faut encourager. Je peux vous en dire quelques-unes simplement. Allez-y. Parmi ces choses-là. C'est par exemple de faire comprendre à l'élève qu'il est important le jour de l'examen, avant d'aller au niveau du centre, de prendre son petit déj. Son petit déjeuner. C'est important. Puisqu'il y en a qui disent non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Or, c'est important. Aujourd'hui, il peut être démontré du point de vue psychophysiologique que avoir faim peut impacter négativement sur la production intellectuelle. Il faut bien manger. Autre chose, dans des conseils pratiques,
il faut dire à ces candidats qu'il est systématiquement interdit d'aller au centre avec son portable. C'est des choses anodines que nous négligeons et qui peuvent avoir des impacts graves. Cette année, par exemple, l'Office du bac a pris des mesures systématiques dans l'interdiction du portable. On va y il revenir. ne parle même pas, très bien, il ne parle même pas d'un portable allumé ou d'un portable en bon état. Le portable, quel que soit son état, même pas bon, il est interdit. Ne doit pas être dans le sac du candidat. On ne parle même pas de la salle, mais du centre. Voilà. Vous l'avez simplement dans le centre, vous êtes suspect. Donc, ce qui est demandé aux candidats, c'est de laisser les portables à la maison, d'aller au centre uniquement avec le matériel dont ils ont besoin, mais également de pouvoir gérer leur stress. Et ça, nous les avons aidés la dernière fois à comprendre quelles sont les techniques qu'on peut faire, parce que le stress, c'est un phénomène naturel. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais il y a un bon stress et un mauvais stress. Il faut savoir comment gérer, c'est pourquoi on parle de gestion de stress. Comment gérer son stress, surtout à quelques heures de l'examen. Aujourd'hui, il y a des élèves qui ont peur, mais là aussi on parle de bonne peur et de mauvaise peur. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments sur lesquels nous sommes revenus avec les élèves, avec les candidats, pour les aider en tout cas à maximiser leurs chances de Alors, en tout cas, j'ai bien apprécié donc le discours de mise en confiance que vous-même vous faites, mais également la famille vous supplée. Alors, mais s'il se trouve par exemple que la rue en fait fasse en fait un mauvais discours à l'endroit de l'élève. Oui, vous savez, l'influence de la rue, elle est rare. Mais quand vous travaillez à mettre suffisamment le candidat en confiance, c'est qu'il va se départir de ce discours de la rue-là. Et c'est ça l'intérêt à le mettre en confiance. À lui faire comprendre, parce que dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, la confiance en soi, il y a un élément fondamental. Cet élément-là, c'est quoi? C'est de ne pas se comparer aux autres. C'est de ne pas se comparer aux autres. C'est de ne pas se fier à ce que l'autre dit de moi. Et de croire en ses potentialités. La dernière fois, une de mes collègues disait aux élèves que si vous êtes en salle d'examen, faites comme si vous étiez seul dans cette salle-là. Faites comme si vous étiez seul dans la salle. Parce que cela vous évitera de vous comparer aux autres, du genre il a rendu, moi je n'ai pas encore rendu, du genre il est en train d'écrire, moi je n'ai pas encore écrit, du genre, etc., etc. Faites comme si vous étiez seul et apprenez à gérer bien votre temps. C'est autant de techniques, en tout cas, que nous pouvons utiliser, c'est autant de conseils que nous avons donnés à ces candidats-là pour les mettre suffisamment en confiance et afin qu'ils ne se comparent pas. Alors pratiquement, vous en tant que psychologue conseiller, vous intervenez en amont. Alors, mais pendant le déroulement même de l'examen, est-ce que souvent vous faites la visite des différents centres? Non, nous ne faisons pas la visite des différents centres. Nous participons très rarement à ces visites des autorités à l'occasion du démarrage des concours, mais y aller systématiquement pour visiter, non, là, nous. Alors, autre question aussi très difficile, c'est peut-être après donc les examens, peut-être s'il y a en fait des échecs. Alors là, concrètement, qu'est-ce que vous faites peut-être pour apaiser donc ces élèves déchus? Oui, là, ce sont des choses que nous faisons, mais malheureusement, ce ne sont des choses que nous pouvons faire que dans nos services. Autrement dit, il n'y a pas un cadre que nous créons pour inviter tous les élèves qui n'ont pas eu la chance de réussir. Voilà, cependant, ce que nous faisons, c'est que les portes de nos services sont ouvertes et que tous les candidats malheureux qui viennent nous voir, nous les accompagnons et même nous les aidons à savoir qu'il y a d'autres possibilités. Voilà, il y a d'autres possibilités. Voilà, de les accompagner à mieux gérer cette effet-là. Alors nous avons les résultats du bac technique à Tambacounda, pratiquement qui avoisinent les 78%. Alors quelle lecture vous en faites? Mais une lecture très positive. Je rappelle que ce lycée-là, c'est un lycée qui nous vaut beaucoup de satisfaction depuis sa création. Bien qu'ils ne soient pas encore réceptionnés, les locaux ne sont pas encore réceptionnés. Et là aussi, c'est également un plaidoyer qu'il faut porter. Mais le proviseur et le corps professoral, en tout cas toute l'administration, ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Je rappelle que moi, je suis très heureux de parler de ce lycée-là, parce que
c'est moi-même, avec l'inspecteur M. Ndiaye qui était là, Alun Ndiaye, qui avons rédigé la lettre pour demander l'ouverture d'une seconde G. Okay. Voilà, c'est à la suite de cela que la seconde G a été ouverte, pour donner la chance aux élèves de Tamba de pouvoir rester à Tamba et de suivre l'enseignement technique et la formation professionnelle. Aujourd'hui, ce que cela a montré, c'est que chaque année, ils ont un taux de réussite qui dépasse les 50%. Maintenant, le cri de cœur, c'est quoi? C'est qu'il faut que les autorités là accompagnent cet établissement-là pour que les locaux soient réceptionnés, soient équipés, afin que l'enseignement technique et la formation professionnelle puissent encore aller de l'avant. Alors, Tambacounda, donc je parle bien entendu de l'académie, est absent en fait au niveau du concours général depuis quelques années. Nous n'avons pas de lauréat. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, là aussi malheureusement c'est un constat que nous pouvons faire et que nous pouvons déplorer. Parce que l'académie de Tamba, le lycée Mame Cheikh Mbaye surtout, s'est toujours distingué par le passé du fait de ses bons résultats. Aujourd'hui malheureusement ce que nous constatons, c'est que voilà, cela n'est plus de mise. Alors les résultats ne sont plus ce qu'ils étaient, ce qui fait que souvent il n'y a même pas de candidats à ce concours général-là. Mais là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de conditions qui peuvent l'expliquer. En tout cas, ce que j'ai pu dire au niveau des enseignements apprentissages, c'est que davantage, il faut travailler à accélérer la qualité. Voilà, nous y sommes, mais il faut également un accompagnement de toute la communauté. Parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. Il faut de plus en plus que les parents s'investissent également. Que l'accompagnement soit un accompagnement de proximité. Que les conditions soient j'allais dire, un peu optimales. C'est un peu trop dire. Mais pour permettre cette qualité-là. Parce que la qualité, on ne peut pas se permettre de la chanter simplement. Il faut créer les conditions de la qualité. Le lycée Mame Cheikh Mbaye, aujourd'hui, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut encourager les jeunes à faire des recherches dans ce sens, et également encourager davantage le corps professoral à mieux accompagner les élèves pour que l'on puisse retrouver, en tout cas, ces lettres de noblesse que le lycée a toujours connues. Ok. Alors, le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant, est-ce une récompense? Oui. Moi, je crois qu'il faut comment on dit, il faut récompenser. Il faut pouvoir récompenser. Et il n'y a pas quelqu'un de plus méritant de cette récompense, de cette récompense-là que l'enseignant. Voilà, c'est un métier ingrat. On ne peut jamais payer à suffisance l'enseignant. Parce que l'enseignant, c'est quelqu'un qui construit l'humain. Alors, Mariama Ba en a parlé, toutes les qualités de l'enseignant, on ne va pas revenir sur ça. Mais, ce qui est important, c'est que je crois que le chef de l'État a bien fait d'aller dans le sens de valoriser l'enseignant en lui donnant, par exemple, un prix de l'enseignant. Maintenant, ce que je voulais dire, M. Kébé, c'est sur l'absence de Tamba au niveau du concours général. Mais il faut également se féliciter du fait que, même s'il n'y a pas de candidat au concours général, il y a des candidats à d'autres concours, à d'autres instances. Par exemple, Miss Math, Miss Science. Voilà, l'Académie de Tamba s'est bien distinguée cette année, en occupant, je crois, la 4e place au niveau national, pour des jeunes filles qui nous viennent, non pas de Tamba, dans la commune de Tamba, mais des départements de Tamba, de Kotiari. Donc de la périphérie. Très bien, mais qui sont suffisamment engagés et motivés. Et c'est également le lieu de féliciter ces jeunes-là, mais aussi d'inviter toute la communauté et tous les partenaires à accompagner ces établissements-là dans la perspective de former davantage ces jeunes-là. Puisque ce sont des jeunes qui peuvent nous valoir plus de satisfaction qu'on ne le pense. Alors, au niveau de votre service, vous avez accepté en fait de concevoir un module sur l'orientation dans la formation des professeurs. Où est-ce que vous en êtes? Orientation, oui. Parce que nous avons estimé, c'est même pas à l'endroit des professeurs, mais à l'endroit des chefs d'établissement. Des chefs d'établissement. Parce que nous avons pensé que l'orientation, elle doit être faite de façon
dans la proximité, de façon concertée. Okay. De sorte qu'il y a aujourd'hui un projet de formation de relais, d'accord, au niveau des établissements, en tout cas d'éclairer également les chefs d'établissement sur les conditions les plus minimales qu'il faut respecter pour réussir une bonne orientation. Okay. Voilà. Okay. Alors, quand on dit l'école est un projet, l'élève est un projet, ça vous dit quoi, au juste? Oui, l'élève est un projet, parce que l'élève, il doit se mettre en projet. Il doit se mettre en projet. Il doit se mettre en projet. Il est susceptible de devenir. Parce qu'un projet, c'est ça. Susceptible de devenir. Alors, maintenant, il faut l'aider à prendre conscience de cette idée d'être en projet. Et de cette idée d'être même projet. En quoi faisant? En se posant les bonnes questions. Et en essayant de déterminer son profil réel et exact. Qui suis-je? Que puis-je faire? Jusqu'où je peux mener mes études. C'est important. Je disais souvent, je disais tout à l'heure qu'il y a des projets qui ne demandent pas à aller faire de longues études. Il y en a qui, je reviens encore sur l'importance de la formation professionnelle. C'est-à-dire que c'est important. Et ça, c'est le fait de réussir de réfléchir sur son projet, sur son profil, qui peut nous aider à détecter cela. Figurez-vous, moi je connais aujourd'hui des jeunes. Il y a un jeune de mon quartier qui a fait le bac une fois, ça n'a pas marché. Qui est passé me voir, il voulait le faire une deuxième fois parce que ses parents, etc. Et son parent, c'est quelqu'un qui est du système et qui, malheureusement, il ne s'y connaît pas trop. Et quand le jeune est passé me voir, je lui ai dit, écoute, je te propose de faire tel concours. Son parent m'appelle pour me dire, est-ce que je dis, non, c'est un bon concours. Le jeune l'a fait. D'accord? Il a réussi au concours. Il fait sa formation. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que par un concours de la formation professionnelle, on peut avoir des diplômes équivalents le bac de l'enseignement général. Et le gosse, aujourd'hui, ces jeunes qui avaient fait le concours de niveau BFM, qui a eu son BT, son BT, aujourd'hui, il a réussi à un autre concours de BTS. Et il est actuellement en train de faire son BTS. Et à chaque fois qu'il vient ici à vacances, il passe me voir et me dit, mais hier n'a ñëw la may wax. C'est extraordinaire. Je suis venu très en retard. Et son jeune frère est en train de le suivre dans le même sens. Il y a des possibilités. Bien sûr, il y a des opportunités. Alors, par rapport à l'école de la seconde sens, vous réellement, quelles sont vos prérogatives? Oui, moi je pense que, nous avons beaucoup de choses à faire. Voilà, nous avons beaucoup de choses à faire. Parce que aussi, aujourd'hui, l'enjeu c'est d'amener tout le monde à pouvoir réussir de par les études. Voilà. Moi, c'est la chose à laquelle je crois. Je pense que tout le monde a sa chance de réussir dans les études, que ce soit à travers des études initiales, que ce soit à travers des études de formation continue, etc. Mais on peut toujours avoir la chance de s'insérer. Alors, je me rappelle, lors d'un atelier, vous avez pris quelques engagements, par exemple, faire de telle sorte que dans chaque établissement, qu'il y ait un tableau KOSP. Est-ce que vous l'avez réalisé? Oui, nous y sommes. Mais je dois dire que nous sommes en fin d'année. Donc c'est un engagement que nous avons pris et que nous comptons matérialiser à partir de l'année prochaine, Inch'Allah. C'était c'est pas carrément un engagement, mais c'est un projet, c'est une idée sur laquelle on va réfléchir. Puisque ça, il s'agit également de participer à rendre l'orientation de proximité, à faire de l'orientation de proximité une réalité, de sorte que les élèves puissent savoir quelles sont les opportunités qu'ils ont, et de savoir au niveau de leurs étapes. Alors, le temps nous est compté, M. Mamadou Fall, psychologue conseiller au niveau du KOSP de Tambacounda. Alors, il y a un concept récurrent, école, formation, emploi, travail. Est-ce une réalité? Oui, une réalité, oui. Je peux dire oui, puisque l'école doit s'ouvrir à l'entreprise. Aujourd'hui, et ça, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage l'a bien compris. De sorte qu'aujourd'hui, il y a même des projets qui sont développés dans ce sens-là. Voilà, il y a aujourd'hui un projet qui est développé, qui fait qu'il y a un temps d'apprentissage qui est donné à l'élève, mais un temps de mise en stage. Ce qui fait 80% dans les entreprises, 20% dans les écoles. De sorte qu'aujourd'hui, les besoins de formation sont déterminés par le monde du travail. Ce sont les entreprises
qui font le diagnostic de leur demande, de leurs besoins, et qui expriment ça au niveau des écoles de formation. Et ça, si on y travaille de fond, ça permettra aux jeunes qui vont être formés dans les écoles de tout de suite, même avant la fin de leur formation, de pouvoir s'insérer. Puisque déjà le besoin est identifié. Dans la formation professionnelle, c'est ce qu'eux ils appellent, bon, c'est vrai que dans l'enseignement c'est autre chose, mais dans la formation professionnelle, c'est ce qu'ils appellent des projets de formation insertion, et qui aujourd'hui sont développés dans certains CFP et dans certains établissements techniques de la formation. Alors, actuellement, nous sommes à l'ère de l'éducation inclusive. Alors, quel est votre accompagnement par rapport aux EBS, c'est-à-dire les élèves à besoins éducatifs spéciaux? Oui, c'est un accompagnement permanent. L'éducation, elle est inclusive. Tous les enfants doivent avoir les mêmes chances d'aller à l'école. Et c'est pourquoi, dans le cadre des permanences dont j'ai parlé, il y a également cette nécessité à aller vers la fonctionnalité de ce qu'on appelle les observatoires de la vulnérabilité à la dépénution scolaire. Aujourd'hui, dans les établissements, il y a des élèves qui sont vulnérables à la dépénution scolaire. Comment travailler à recenser ces élèves-là, à les accompagner pour que leur réussite soit une réalité. Il faut donner à tous les élèves, même à ceux-là qui ont des besoins spécifiques, la chance de pouvoir réussir. Okay. Ça également, c'est des choses. Alors, dans votre mission, vous avez également décidé d'élaborer un module d'éducation à l'OSP. Où est-ce que vous en êtes? Oui, un module d'éducation à l'orientation, c'est, disons, à faire de sorte que les élèves puissent comprendre les enjeux de l'orientation. D'accord? Alors ça, ce sont les autorités qui peuvent en décider, faire de l'éducation à l'orientation une réalité. Est-ce qu'il faut l'inclure dans les curricula, dans les programmes extra? Ça, ce sont des choses qui ne dépendent pas nécessairement de nous. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que ces élèves-là puissent très tôt aller vers les services d'orientation et travailler à la construction de leurs projets professionnels et personnels. Alors, lors de l'atelier, vous avez aussi décidé de créer un cadre de concertation et de synergie d'action entre le KOSP, l'IF et l'AEMO. Est-ce que c'est réalisé? Oui, je dois dire que là, vous me rappelez des recommandations qui sont sorties d'une activité que nous avons tenue et nous y travaillons. Voilà, nous travaillons à créer ce cadre de concertation. Il y a maintenant déjà un cadre de concertation qui existe, mais ce cadre de concertation-là, c'est autour des acteurs qui s'activent dans le domaine de l'emploi. D'accord? Maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons naturellement avec certaines structures comme l'IF, nous travaillons avec d'autres structures comme l'AMO, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, par exemple, la prise en charge psychologique des élèves vulnérables à la dépénution scolaire, c'est une prise en charge qui doit se faire en équipe. Parce que la vulnérabilité, elle est de divers ordres. Un élève peut être vulnérable et cette vulnérabilité peut provenir du domaine pédagogique, la vulnérabilité peut relever du domaine psychologique, la vulnérabilité peut avoir un autre caractère. Et c'est donc en ne travaillant qu'en synergie, qu'en équipe, qu'on peut prendre en charge cette problématique de la vulnérabilité. Alors, il y a un constat amer qui est là, c'est que les collectivités territoriales ne savent pas réellement ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a une absence de l'OSP donc, dans leur budget. Oui. Vous savez, l'éducation, nous le disons, nous le répétons, c'est une compétence transférée. Et ça, les collectivités territoriales le savent. Alors maintenant, je crois savoir que quand eux, ils font des élaborations de leur budget, c'est un peu pour appuyer l'éducation de façon générale. Même si je dois dire ici que nous avons eu à, en tout cas, travailler avec des collectivités territoriales, notamment la mairie de Tambacounda, notamment le conseil départemental de Tambacounda, qui, à l'occasion de la dernière journée de l'orientation et de l'insertion professionnelle, nous ont véritablement soutenus et accompagnés dans la réalisation de cette activité-là. Et nous comptons continuer cela. Nous sommes même en train de réfléchir comment aller dans le sens de nouer un partenariat avec ces collectivités-là pour faire en sorte que cette journée-là soit carrément prise en charge par les collectivités territoriales. Parce qu'après tout, nous ne sommes que des services de l'État et ce que nous faisons, nous le faisons au bénéfice de la communauté. Alors, cette année-ci, c'est regrettable de le dire, nous avons un département sans série S au Sénégal. Nous avons un département sans série S au Sénégal. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a nécessité d'encourager les jeunes à aller vers les séries scientifiques.
vers les séries scientifiques. Maintenant, il y a tout un travail à faire pour cela. Souvent, les gens nous parlent d'absence de professeurs qualifiés. Souvent, c'est un désintéressement des élèves vers les séries. Et nous travaillons à ça. Nous travaillons à encourager les élèves. Et le ministère également. Figurez-vous que dans l'orientation, le ministère nous dit carrément que tous les élèves qui sont intéressés par les séries S et qui ont relativement la moyenne dans deux de ces disciplines-là, maths SVT ou maths PC, il faut, s'il le demande, s'il le souhaite, il faut l'encourager à aller vers ça. Maintenant, il y en a bien sûr un travail de déconstruction, comme je disais, à faire, puisque bien souvent les gens pensent que c'est très difficile de faire les séries S, et il faut travailler à leur faire comprendre que les matières scientifiques, ce sont comme toutes les autres matières. Je crois que c'est Descartes qui disait que la géométrie, c'est un jeu d'enfant. D'accord, il faut que les gens comprennent cela et qu'ils puissent aller dans ce sens-là. C'est regrettable maintenant de noter l'absence de série F dans certains départements, dans certains établissements. C'est comme également regrettable de noter l'absence de lauréats au niveau du concours général pour la philosophie, par exemple. Ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des matières, il y a des disciplines en tout cas pour lesquelles il urge de développer des stratégies. Alors, le taux de déperdition scolaire est très élevé, surtout en zone minière. Est-ce que là, vous y intervenez peut-être pour un peu inverser la tendance, mais aussi sensibiliser les élèves? Oui, c'est vrai que nous n'allons pas jusque dans ces zones-là, puisque dans l'académie de Kédougou, par exemple, il y a un centre académique. Mais mes collègues qui sont là-bas, ils font un travail remarquable, d'accord, dans ce sens-là. Maintenant, tout ne peut être réglé du jour au lendemain, mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits et qui vont dans le sens un peu d'aider ces jeunes-là à pouvoir se réorienter vers l'éducation. Alors, présentement, il y a un dénouement heureux avec l'intégration des animateurs polyvalents dans le système éducatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que c'est une mesure qu'il faut saluer, d'accord, parce que aussi on a besoin de tout ce personnel-là, d'accord, on a besoin d'accompagner, on a besoin de rassurer, parce que aussi s'il n'y a pas cette motivation-là, certainement les résultats ne suivront pas derrière. Donc ça c'est une mesure à saluer et que nous saluons à juste titre. Le temps est terminé, M. Mamadou Fall. Alors votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, M. Kébé, c'est vous remercier, vous et votre technicien, de nous avoir donné l'occasion, en tout cas, de parler de ce que nous faisons au bénéfice de la communauté, au bénéfice des élèves. Je rappelle simplement aux élèves que l'examen, c'est un jour ordinaire, le jour de l'examen. C'est comme tous les autres jours. Il faut simplement prendre les dispositions matérielles, éviter certaines choses qui peuvent nous stresser. D'accord, il y a beaucoup de conseils que nous leur avons donnés la dernière fois. Il faut qu'ils les suivent. Il y a des outils que nous leur avons donnés, il y a des fiches que nous leur avons distribuées, qu'ils tiennent compte de ces conseils-là et que c'est sûr que le reste, ça va suivre. Maintenant, je donne rendez-vous également à ces élèves, qu'ils soient des élèves de 3e, après ils peuvent se rapprocher du centre pour les choix des séries et des lycées. Les élèves de terminale également, ils peuvent se rapprocher du centre pour les choix de filières au niveau des universités. Nos portes sont grandement ouvertes. Ok, alors qu'est-ce que vous pensez de la radio Gadek Betawe? Oui, mais une belle initiative. Voilà, une belle initiative. Moi, je tiens à tout ce qui touche à la communauté et aux initiatives locales. Voilà, la communication, elle est importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à la communication. Donc, avoir une radio communautaire qui nous permet de s'adresser à la communauté directement, moi, je pense que c'est une excellente chose et c'est pourquoi je vous félicite. Grand merci à M. Mamadou Fall, psychologue conseiller, directeur du KOSP de Tambacounda. En tout cas, ça a été très instructif. Revenez quand vous voulez à la cabine technique Didier Ayou, à la présentation M. Keba Kebe. Bon dimanche, prochainement. Merci.